Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de PLB Club, foot anglais, foot allemand, vous aimez ça, nous aussi, ça tombe bien et on va donc en parler pendant une petite heure comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui avec Phil et Jean-François. Salut Philippe. Tout va bien? Salut Philippe, Ouais. Très bien. Très bien. Bon, il s'est passé pas mal de choses comme d'habitude le week-end dernier, on va en parler, on parlera aussi de ce qui va se passer le week-end prochain. Petite remarque quand même pour commencer, c'est important, le mercato est terminé. Moi je vais dire ouf, parce qu'enfin on va y voir plus clair. C'est pas toujours évident de suivre les transferts, qui va empocher ou gagner des millions, qui va dépenser, où seront les joueurs, etc. On va y voir plus clair, c'est bien. Il y a encore quelques marchés ouverts, ce qui permet encore à quelques excédentaires ou à des joueurs qui ont des soucis à trouver encore peut-être un club, notamment la Turquie. Les autres, je les ai oubliés, mais je sais qu'en Turquie, c'est encore possible. Il y a toujours une possibilité. Éventuellement, on abordera évidemment les transferts au fil de cette émission et puis au fil des émissions prochaines. Allez, on y va dans cette émission et on commence comme d'habitude avec notre regard sur les prestations des Belges. Et on commence donc avec notre infographie sur les Belges en Première Ligue. On ne peut pas dire que les Belges aient marqué le week-end. À nouveau, une journée sans but, sans assist et pas énormément de temps de jeu non plus. Non, à part Seine Lemons qui confirme avec Manchester United et qui continue à gagner aussi puisqu'ils sont à 3 victoires de suite. C'est peut-être le Belge le plus en vue dans ce week-end en tout cas. Ah, surtout qu'il est porté par les résultats de l'équipe voilà. aussi. 5 Belges alignés, est-ce qu'on a déjà eu aussi peu? C'est pas beaucoup, hein. Mais c'est vrai que ça fait quelques semaines aussi qu'on sent ça en Première Ligue. Il y a des blessés, bien entendu. On espère qu'ils vont redresser un petit peu la tête, là, nos Belges qui sont du côté de la Première Ligue. Alors, le cas Mats Sels, on l'a vu sur l'infographie. On en a parlé de Sels la semaine dernière. On avait dit que tout allait bien. Il avait été blessé, il était revenu. Il avait aligné 2 clean sheets d'affilée. Et là, paf, il est sorti à la mi-temps contre Crystal Palace. C'est à nouveau un problème aux adducteurs, je pense, et désormais il y a un sérieux concurrent du côté de Nottingham pour Mats Sels au poste de gardien de but, puisqu'on a appris que Stéphane Ortega, numéro 2 à Manchester City, était arrivé là-bas du côté de Nottingham. Un peu poussé vers la porte de sortie, Sels, à votre avis? C'est peut-être difficile de le dire déjà comme ça, mais c'est vrai qu'Ortega, à un moment, on avait pensé que c'est lui qui pouvait devenir le numéro 1 à City. C'est un excellent gardien. C'est sûr que, je pense que les gardiens ont besoin aussi d'avoir derrière eux quelqu'un qui les pousse pour continuer à faire des résultats. Et puis, ils avaient l'autre gardien brésilien qui s'est blessé, qui a remplacé Sels. Donc, ils avaient de toute façon un souci en termes de gardien d'expérience et de haut niveau. Est-ce que ça veut dire qu'on le pousse dehors? Je crois que c'est un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que s'il est blessé, surtout aux adducteurs, ça c'est gênant pour un gardien et ça peut avoir des conséquences, c'est sûr. Sels, il est en contrat jusque 2027. C'est un bon gardien, Jean-François Ortega. Oui, c'est un très bon gardien. On se souvient qu'il avait été déterminant dans le titre 2024 avec un match, je pense, face à Tottenham où il avait été étincelant. Ouais. Sinon, il n'y avait peut-être pas de titre. Non, mais il est très apprécié là où il est, ça c'est sûr. Mais il faut aussi voir, il a 33 ans, ça fait 2 fois qu'il se blesse. Ouais. Donc il y a eu 2 blessures consécutives. Et je pense qu'à un moment donné, quand un club réfléchit en opportunité de marché, ils ne peuvent quand même pas passer à côté d'un gardien comme Ortega s'il veut venir. Donc je pense qu'il y a aussi de la prudence là-dedans. On ne connaît pas exactement non plus en interne quels sont véritablement l'état de santé de Sels. Parce que malgré tout, 2 blessures consécutives à 33 ans, c'est plus inquiétant que quand on en a 23. Ouais. Et donc je pense que le club réagit de façon normale. Est-ce que pour autant on le pousse sur la sortie? Non, je ne pense pas. S'il est compétitif, il restera... Oui, d'un autre côté, Ortega vient pour jouer. Mais on verra. Oui, c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Tout le monde est là pour jouer dans un noyau. Donc voilà, mais oui, il vient pour jouer. Mais il devra montrer qu'il est meilleur. Pour le reste, du côté d'Aston Villa, pas de Tielemans blessé, évidemment, on le sait, malheureusement, 8 à 10 semaines. Mais pas de Onana non plus, qui n'était pas au coup d'envoi du match face à Brentford. Il n'est même pas monté. Il était sur le banc. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Bon, parce que, oui, il revient de blessure. Il avait joué quelques matchs. Mais pas de McGinn, pas de Camara, pas de Tielemans. C'est Onana qui reste sur le banc. Ce qui est assez inquiétant, c'est que finalement, il semble qu'il ne sache pas enchaîner les matchs. Ah. J'ai aussi dans un coin de ma tête, évidemment, la Coupe du Monde. Donc c'est peut-être mieux qu'il ne se blesse pas. Et en même temps, est-ce que c'est un problème récurrent? Est-ce qu'il a un problème dont on ne parle pas et que ça revient à chaque fois et qu'il faut donc qu'il ne joue pas trop? Ça, je n'en sais rien. Mais
tout cas, c'est un signe qu'il ne peut pas enchaîner. Non. Parce que sinon, il jouerait. Forcément. Il est indiscutable quand il est bien. Je pensais qu'il allait monter en fin de match pour mettre sa tête, vu qu'ils étaient menés. C'est pas le cas. C'est Douglas Luiz qui a joué dans l'entrejeu, qui ancien d'Aston Villa. Et... Il est revenu, lui, donc il faut aussi l'intégrer dans l'équipe. Voilà. Mais je pense qu'Onana avait eu un contact assez douloureux dans le match précédent. Peut-être. Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est que quand les Belges ne sont pas dans l'équipe, Aston Villa fait des contre-performances. Ouais. C'était vrai en début de saison, c'est vrai de nouveau dans ce match face à Brentford, et c'est chaque fois douloureux pour eux parce qu'ils sont quand même dans la course au titre. Effectivement, un mot encore sur Castagne, à nouveau titulaire avec Fulham à Manchester United. Mais c'est bien, il enchaîne les titularisations, alors que cette fois-ci, Kenny Tété est de retour, mais sur le banc. Oui, parce qu'il revient de blessure, donc on l'épargne un petit peu. Puis Castagne a fait des très bons matchs ces dernières semaines. Fulham tourne bien, il méritait sans doute mieux dans ce match-là aussi. Je pense qu'il n'y a pas de raison, a priori, de le faire descendre, de ne pas le faire jouer quand il est en forme et qu'il est performant comme ça. On espère pour lui. On verra dans les semaines qui suivent le temps de jeu des Belges en Bundesliga à présent. On va revoir également l'infographie. Bien entendu, vous retenez quoi? Moi, j'ai retenu que Castromontes avait à nouveau été titulaire, c'est bien. Et Théâtre, il était sur le banc. Ouais. L'autre fois, mais avec le nouvel entraîneur, il rejoue. Ouais. On l'a vu aussi fort critiqué pour un but encaissé récemment. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'on a contre Arthur Théâtre. Ça peut arriver quand même de temps en temps. Il fait quand même, je pense, une très grosse saison, mais il pâtit aussi du fait que son équipe défensivement est assez inquiétante, voire catastrophique, effectivement. Donc, il n'en est pas le responsable, c'est l'organisation qui pose problème. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Il y a un petit constat, c'est que si on reprend le tableau anglais et le tableau allemand qu'on vient de montrer maintenant, sur l'ensemble des Belges qui jouent, il y a un assist. Hein. Ouais. Oui, justement, on y arrive. Le premier de la saison pour demain. On est loin de ce qu'on... On y arrive. Un assist important quand même pour Olivier Demann avec le Werder Brême. Le Werder qui, grâce à cet assist, a arraché un point à la 94e face à Gladbach. Moment inédit quand même au Werder Brême, puisque nos 3 Belges étaient titulaires ensemble pour la première fois. Auparavant, ils s'étaient retrouvés 2 fois, tous les 3 sur le terrain, mais en fin de match, en fonction des montées au jeu. Bon, évidemment, la saison de l'un n'est pas la saison de l'autre. Non. Après, on est habitué avec Séné Linen. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne s'intéresse pas plus à ce garçon. Il est d'une stabilité incroyable. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Après, il n'est pas très productif non plus. C'est-à-dire que c'est un joueur utile à l'équipe. Oui, mais aujourd'hui, malheureusement, les milieux sont jugés aussi sur leur capacité à verticaliser le jeu, à donner de temps en temps des assists ou, à la limite, à venir eux-mêmes à la finition. Ça fait partie du football moderne. Un mot sur Olivier Demann, parce que, rapidement, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission. Un mot sur Demann. Mais juste, il a un statut d'international, donc moi, je pense... Après, c'est un bon joueur. Il reste sur une saison à l'Antwerp, plutôt une saison réussie. En Allemagne, il a déjà joué, il connaît le championnat d'Allemagne, etc. Je pense que voilà, ses blessures sont finies. Il va revenir dans le coup. Ce sera un peu court pour la Coupe du Monde, d'autant plus qu'il y a d'autres joueurs qui ont émergé pour l'instant. Donc, je ne lui donne pas beaucoup de crédit ou de chance d'aller à la Coupe du Monde, mais bon, c'est ton genre. On verra bien. Un mot sur Séné Linen. Lui, c'est totalement confirmé en Bundesliga. Il a plus de 90% de temps de jeu. C'est la 3e saison. Il a 83 matchs en Bundesliga. C'est de tous les clubs qu'il a connus, c'est le plus grand nombre de matchs qu'il a joué. C'est vrai que c'est quand même étonnant de ne pas parler de lui plus souvent au niveau international. Il a un statut clairement dans cette équipe et il a un statut en Bundesliga. Ancien de l'Union Saint-Gilloise. Et puis un dernier mot sur Mbangula. Oui. Moi, je l'ai eu comme joueur, Mbangula. Donc, c'est un super joueur, mais des hauts et des bas. Ouais. C'est un peu ce qu'on voit cette saison. C'est un peu son souci. Et dès que les choses vont trop bien, eh ben, on sait qu'il va y avoir un petit creux avec lui. Donc, il doit travailler sur sa continuité. C'est un joueur qui peut être extrêmement percutant. Comme il a été c'est un joueur un peu début de saison compliqué dernière. Parfois à suivre dans son cheminement mental. D'accord, ok. Voilà pour notre chapitre sur les Belges. On va passer à présent aux affiches du week-end prochain. Et pour parler des affiches du week-end prochain, on accueille avec plaisir, grand plaisir, Thomas Châtel. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut Philippe, ça va très très bien. Salut à tous. Salut Thomas. Bon, merci évidemment d'être avec nous. On va parler des affiches anglaises puisque tu es consultant, on le rappelle, pour PlaySport. Mais avant ça, parce que tu suis aussi de manière très proche la Ligue des Champions, le bilan des clubs anglais en Ligue des Champions. 5 qualifiés directs pour les 8e de finale. C'est quand même assez exceptionnel. Hein.
c'est exceptionnel et en même temps, on se dit que vu le fossé qui s'est creusé en termes financiers entre la Première Ligue et les autres championnats, c'est pas si anormal que ça. On voit de plus en plus que finalement la Première Ligue n'est plus sur la même planète et que un entraîneur comme Vincent Kompany faisait la comparaison entre ce qu'il a connu à Burnley et ce qu'il connaît au Bayern Munich et c'est à peine s'il n'avouait pas qu'il avait plus de moyens quand il était à Burnley. Donc c'est vous dire. Attention à Tottenham, on y reviendra, Philippe, tout à l'heure, et la situation de Thomas Frank, parce que c'est un petit peu trompe-l'œil. Ils ont joué quand même, ils ont peut-être le parcours le plus facile avec des clubs comme Francfort, vous en parliez tout à l'heure, mais Slavia Prague, Copenhague, Bodo Glimt. Je trouve qu'ils n'ont pas le niveau de cette 4e place qu'ils ont dans cette Ligue des Champions. Oui, effectivement, on en reparlera dans un petit instant. Et puis, il faut rappeler aussi que Newcastle jouera les barrages. Ils joueront contre Karabakh. En principe, ça devrait aller. On pourrait avoir... Ils ont de la chance au tirage au sort, parce que quand on voit les noms des barragistes, oui, c'est vrai. il y a moyen de tomber plus mal. Effectivement. Parmi les gros calibres en Angleterre, il y en a un qui ne joue pas l'Europe. Et ça, ce sera peut-être un avantage pour la suite de la compétition. Manchester United, qui a battu Fulham 3-2, difficilement, mais victoire 3-2. 3e victoire d'affilée depuis l'arrivée de Michael Carrick. United accueille Tottenham samedi à 13h30 sur PlaySport avec une question que je vous pose. Carrick, the right man at the right place? Yes or not? Yes alors. Hein. Et not? Non, je n'ai pas envie de dire non. Je trouve qu'il a la récompense de sa patience aussi. C'est quelqu'un qui connaît bien le club, qui est proche des joueurs, je pense, et qui est très apprécié par la presse en Angleterre. Il fait le début idéal que Mourinho avait fait aussi quand il avait commencé 3 victoires de suite, mais c'est le seul qui le fait depuis. C'est le seul. J'espère pour lui que ça va continuer. Les supporters l'aiment bien aussi. Ils viennent de ressortir une vieille chanson là, sur lui. Et donc, il fait partie. Je pensais que tu allais chanter. Non. Le seul qui n'aime pas, c'est Roy Keane. Roy Keane l'aime pas. Mais il fait partie de l'identité de ce club. Moi, je ne sais pas ce que les dirigeants de Manchester United avaient en tête. Mais là, ils ont été mis devant une difficulté. Non, mais je pense que faire sans lui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Quand même. Thomas, c'est l'entraîneur qu'il faut pour l'avenir, Carrick? For sure. J'allais dire, c'est un petit peu un cas d'école ce qui s'est passé là maintenant à Manchester United, c'est-à-dire qu'on est passé d'un coach qui avait oublié ce qu'étaient les bases du football, ce qu'étaient les bases du coaching, un coach qui fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire revenir aux bases, un système qui convient au profil dont il dispose, ensuite insuffler une âme, faire sentir chacun important. Ça paraît tout bête, mais demandez à Hans Cornelius, à Charleroi, les choses simples, c'est celles qui fonctionnent dans le football. Jean-François, tu le sais très très bien. C'est vrai, mais maintenant j'ai envie de poser une question parce que les choses simples, Thomas, c'est quoi? C'est l'aspect, parce que techniquement, physiquement, tous ces joueurs sont prêts, donc c'est l'aspect mental qui fait la différence, c'est la gestion. Aujourd'hui, est-ce qu'un entraîneur est encore un entraîneur ou est-ce que ça doit d'abord être quelqu'un qui fait du management humain? D'abord du management humain, mais je parle de retour aux bases. Je compare souvent un club, une équipe. Vous savez, le jeu de Capla auquel on a peut-être tous joué, il faut mettre les petites barrettes en bois dans le bon sens et surtout à la base. Et avec Amorim, on a quelqu'un qui a voulu faire des triangles alors qu'un carré était la base la plus solide. Et il a voulu faire des choses beaucoup trop compliquées pour son groupe. D'autre part, quand on entend maintenant les joueurs et quand on les voit libérés comme ils sont sur le terrain, là aussi, je peux faire qu'un comparatif avec ce qui se passe à Charleroi. Et oui, tu as raison, ça commence par l'aspect mental, mais c'est aussi faire en sorte que sur le terrain, les joueurs aient le plus de repères possible. Et avec Amorim, on sentait pas mal de joueurs perdus. Ici, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Il a raison, les choses simples, et quand on voit les résultats, quand on voit les commentaires des joueurs, on va en écouter un dans un petit instant. Moi, je me dis, mais Amorim, il doit se retourner, pas dans sa tombe, heureusement, mais dans son canapé ou sur son... Enfin, je ne sais pas, par rapport à ce qui se passe. Avec Amorim, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas,
quand on entendait son interview, je pense que c'était plus il y avait l'histoire d'ego dans l'histoire. C'est-à-dire, Amorim, il avait un ego. Je devais être entraîneur, je devais être ceci, exact. Je devais être cela, mais aussi le manager de l'équipe et aussi. Enfin voilà, donc il y a un truc qui s'est passé entre lui et la direction, entre lui et le groupe, je sais pas, parce que rappelez-vous quand même. Il y a eu des bons moments, Philippe aussi. Oui, il y a eu des bons moments, mais rappelez-vous, Rashford, ça n'a pas été. Oui, avec Garnacho, ça n'a pas été. C'est bon. vrai. On va Après, écouter. il y a le contexte, les gars aussi. Il y a le contexte de Manchester United qui est tout sauf simple. Et vous le savez, vous qui suivez la Premier League depuis des années, ce club, en termes sportifs, a perdu toute stabilité. Et vivre là-dedans, coacher là-dedans, manager là-dedans, c'est hyper compliqué. Alors, évidemment, on a l'exemple en Belgique aussi, pour que je fasse continuer la comparaison en Belgique, d'un club comme l'Union, où quand tu t'installes dans le fauteuil, tu sais exactement ce que tu dois faire. Manchester United, c'est tout le contraire. Tout part dans tous les sens. Et je dois dire qu'un gars comme Amorim, de ce que je le suivais en Ligue des Champions avec le Sporting Lisbonne, faisait un excellent boulot, que ce soit sur le plan tactique et sur le plan mental. Et puis, il arrive à Manchester United et il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. On a déjà beaucoup parlé effectivement d'Amorim dans cette émission. On a parlé de Carrick, eh bien on va l'écouter quand même pour l'écouter ses propos après le match la victoire face à Fulham. The game, you can dissect the performance and there's pluses and there's not. When you get a moment of the elation and the excitement like that, it's for me, there's no better place, in front of the Stratford end like that. It's and it ends up meaning more. I think people leave here with more than just United won today, and it kind of puts layers on top of that, and the connection and the feeling, the emotion. It's why we all love it so much, and especially the supporters. So it goes a long way. There's been plenty. The excitement that's part of this club, and it's not always the easiest way, but. We'd like to win games a little bit more comfortably than that, but certainly when they come along, it's pretty special. Ça, c'est la magie d'Old Trafford, quand ça va bien, parce que sinon, c'est compliqué. Mais quand on le voit, il est calme, posé, vous allez me dire, il vient de gagner 3 matchs, mais il était comme ça. En tant que joueur. En tant que joueur aussi. Pourtant, c'était un milieu défensif. Oui, mais pour reprendre la question, quand on le voit comme ça, moi, la réflexion, je pensais à ça quand je l'écoutais, c'était the right man in the right place. Il me semble qu'il est dans le bon fauteuil. Et comme c'était un gars qui était déjà joueur, c'était un type qui était plus... intelligent. Dans la réflexion que les autres, moi, je pense que c'est le bon choix pour Manchester United. Les supporters l'adorent et les joueurs aussi. Écoutez Lisandro Martinez sur Carrick. I'm impressed about him, about his body language, his energy, his communication as well, the staff as well, very close to the players, the way he trusts the players, the way he talks, the way he connects with each other is unbelievable. If you play for Manchester United, it's because you have something. You need people who understand your quality. You need people who take your best as well, And I think Michael is doing that. He's taking the best from everybody, not just the players, but also the staff, the standard, the structure that he demands. That is really important. And for me, when you touch my heart, I will give everything for you. And he touched it already, and you can see that on the pitch we give everything. Les joueurs donnent tout, c'est essentiel évidemment. Thomas, on a aussi déjà parlé mais je voulais avoir ton avis là-dessus, Mainoo. On s'est tous dit, mais pourquoi il ne joue pas ? Quand on le voit jouer maintenant, on se dit, mais c'est quand même assez hallucinant. Tu es d'accord avec ça ? Évidemment, tout tourne dans ce que dit Martinez autour de l'intelligence émotionnelle et cette capacité d'aller chercher le meilleur de chacun, mais aussi, et Jean-François avait raison, par l'ego d'un coach qui, à un moment, se braque sur des idées qu'il a et veut prouver seul contre tous qu'il a raison sur certains joueurs ou certains dossiers. Et ça, quand tu te lances là-dedans en tant qu'entraîneur, tu commences à creuser ta tombe. Ouais, têtu, un peu trop têtu. Donc, Amorim, on a entendu Lisandro Martinez, qui est ravi de son nouvel entraîneur. Il a retrouvé la forme quand même et il forme un bon duo quand même maintenant à nouveau avec Maguire. C'est un duo reconstitué. Maguire qui revient de blessure aussi. 3 matchs, 3 victoires, Phil. Est-ce que c'est un hasard ?
Le duo Maguire, je crois que c'est pas une conséquence, mais c'est le fait que les choses se sont passées comme ça. Et le fait de revenir avec une défense à 4, c'est un duo central qui fonctionne dans une défense à 4. Dans une défense à 3, c'est beaucoup plus compliqué de jouer avec ces deux-là. Et puis je crois que les deux joueurs s'entendent très bien. Ils ont déjà joué souvent ensemble. Ah bah oui. Et là, ça s'est bien trouvé pour Carrick, et il le savait que s'il mettait ces deux-là en tant que défenseurs centraux, la base de son équipe était faite, et il pouvait compter dessus. Et s'il leur donne, comme l'a dit Lisandro Martinez, de la confiance, et qu'il sait parler aux joueurs, et ça je crois que Carrick l'a vraiment, parce que c'est quelqu'un de posé. Toutes ses interviews, il est tout le temps comme ça, il s'énerve jamais. Il y en a que ça énerve un petit peu, de ne pas être plus expansif, on va dire, mais... C'est sans doute la bonne formule. Il n'a pas annoncé un système avant de commencer. Il a pris l'équipe et dit voilà, je vais faire avec ce que j'ai, je les connais. Ça marche, tant mieux pour lui. Que demander de plus. Effectivement, si je te pose cette question à propos du duo, c'est parce que, voilà, Maguire, ça fait des années, et on s'est tous déjà fait cette réflexion-là, ça fait des années qu'on entend des critiques sur ce gars-là. Il n'est pas bon, il fait des erreurs, il n'est pas fiable. Dès que c'est possible, on lui tape sur la tête, mais regardez sa carrière quand même. Non ? Oui. Alors, oui, quoi ? mais vous savez quoi ? Je vais vous dire, en fait, dans l'interview de Martinez, on a la réponse aussi pour Maguire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vient à Manchester parce qu'il a certaines qualités. Et en fait, en football, il faut capitaliser sur les qualités de quelqu'un et pas le mettre dans des situations où il va se retrouver dans ses défauts. Et donc, en fait, il est remis dans ce qu'il sait faire. Et je suis désolé, dans ce qu'il sait faire. Alors, on aime ou on n'aime pas ce type de défenseur, ça, c'est un autre sujet. Mais... dans ce qu'il sait faire, dans son expérience, dans sa solidité défensive, dans son jeu de tête, voilà, c'est un défenseur qui, en première ligue, il a prouvé qu'il avait ce niveau, et en équipe nationale. Vous allez voir qu'il va revenir en équipe nationale Il aussi. est incontournable en équipe nationale. Il est quasiment incontournable. Cela dit, il y a un bel exemple dans ce match. Il provoque il commet le penalty. Si jamais ils perdent le match ou ils font match nul, on lui tape sur la tête. Bien sûr. Ouais. Donc, mais alors, il y a la première ligue, c'est comme ça. Il y a une stat, moi, qui m'a... Enfin, vous l'avez peut-être entreaperçu. En 656 matchs, il a pris 2 rouges. Thomas, ça, c'est quand même assez extraordinaire pour un défenseur central. 656 matchs au plus haut niveau, 2 rouges et encore 2 fois 2 jaunes. Tu as pris combien de cartes rouges dans ta carrière, Thomas, toi ? Pas beaucoup. 2 aussi. 2, voilà. Mais écoutez, Thomas Châtel, l'exemple type du gars correct et sportif sur un terrain. Il a pris autant de cartes rouges que Maguire. C'est parce qu'il est tellement lent qu'il n'arrive pas à rattraper de façon à faire la faute. Non, mais c'est peut-être l'explication. Je suis d'accord avec Philippe sur son analyse du but, ou du pénalty provoqué. C'est un petit peu l'histoire de sa carrière. En fait, ce tacle qu'il fait, on voit bien que Lamens est là derrière pour couvrir, et il est en bonne position. Et lui, il vient comme un éléphant dans un jeu de quilles. Et c'est un petit peu l'histoire de sa carrière. Mais l'histoire de sa carrière, c'est qu'il se relève à chaque fois. Et ça, c'est un superbe exemple pour tous les jeunes, parce que malgré les limites techniques et physiques qu'il a, malgré les critiques, tu le disais, Phil, qu'il a chaque week-end depuis le début, les moqueries même, il est là chaque week-end, que ce soit sur le banc, tu le prendras jamais sur un problème avec un coach ou quoi que ce soit. Et rien que pour ça, c'est un exemple, et il a fait une carrière que des joueurs 10 000 fois plus talentueux que lui n'ont pas fait. Je suis d'accord avec toi. Bon, il a eu quelques petits ennuis judiciaires en Grèce lors d'un voyage à Mykonos où il s'est bagarré. Il ne fallait pas l'énerver non plus. Non, il ne fallait pas l'énerver. À Mykonos, voilà, une bagarre dans une discothèque pour les joueurs de foot, ça n'arrive jamais. D'abord, un joueur de foot dans une discothèque, ça n'arrive jamais. Il a plus en anglais. Voilà. Et bon, il y a une bagarre, notamment avec apparemment les forces de l'ordre, des insultes. On l'a accusé, je crois, de tentative de corruption. Il a pris, paraît-il, je ne connais pas vraiment la justice en Grèce, 21 mois de prison avec sursis. Donc il ne peut pas aller
Voilà, sur le sol, je crois. Ça, moi, j'ai pas pris la prison avec sursis, moi. Non, c'était ferme, toi. C'était ferme. Ok, allez, on referme la parenthèse Maguire et on parle quand même aussi de Tottenham maintenant, qui se déplace donc à Old Trafford. Tottenham 14e, saison pourrie. Cela dit, les Spurs ont pris un point précieux contre City vu les circonstances. 2-2, tu as commenté le match, Jean-François. Finalement, ils l'ont mérité leur point. Oui, et ça confirme une chose, parce qu'on le dit souvent depuis très longtemps, c'est qu'il y a plusieurs vies dans un match. Et là, il y a eu plusieurs vies, parce qu'à la mi-temps, au moment où il rentre au vestiaire, franchement, je ne sais pas qui aurait encore parié un centime sur les chances de Tottenham. Et puis ce qu'on connaît, quoi. Et puis, oui, on a Thomas Frank qui était ravi après la rencontre, par rapport certainement à la prestation de son équipe durant la deuxième mi-temps. Beaucoup d'absents, évidemment, donc beaucoup de tracas pour Thomas Frank. On va l'écouter, l'entraîneur des Spurs, après ce partage à City. And I said it before, this team's ability to respond to setbacks and show resilience, I think we are growing it bit by bit. We are building some of that, and we are, by the way, building it with, I don't know, players dropping left, right and centre to injury. So we're ending a game with out 3 normal centre-backs, 2 normal full-backs. We play Archie and Xiao in the back four. Dragosin plays his first game in 12 months, and Juna is coming on as a right midfielder. In the end, I think that shows everything about the team and what they're building. The players, very proud of the players. Thomas, la semaine passée, ici dans cette émission, avant le match contre City, on s'était posé la question. Thomas Frank joue-t-il sa tête ? On va revoir ensemble aussi la liste des blessés quand même de Tottenham, parce que c'est énorme, et ceci dans tous les secteurs de jeu, à part peut-être le poste de gardien où Vicario tient le coup. 100% de temps de jeu, Vicario. 100% de temps de jeu. Il faut faire preuve d'indulgence avec Thomas Frank. Preuve de patience, Thomas. Je suis pas loin de penser ça, même si ça devient de plus en plus compliqué. Sans doute que la Ligue des Champions le sauve, et je vous ai expliqué le trompe-l'œil que ça pouvait être, cette Ligue des Champions pour Tottenham. En effet, les blessés pèsent sûrement dans la balance du choix des dirigeants de le conserver pour l'instant. Et puis, il y a un côté aussi implication dans le club qu'il ne faut pas négliger. C'est un gars qui s'implique depuis le début dans le club, qui va voir les jeunes, etc. Ce qu'ils n'ont pas connu spécialement avec leurs anciens coachs comme Postecoglou ou Conte ou autres. Donc, ils en sont finalement assez contents, mis à part les résultats. Vous me direz, dans le football, les résultats sont le plus important. Il y a clairement, et vous en avez sûrement déjà parlé dans cette émission, un problème à domicile. Ils sont 17e à domicile. Leur chance, finalement, c'est qu'ils jouent à Manchester et qu'à l'extérieur, ils sont finalement 4e en Première Ligue. Ouais. Voilà, mais ça, c'est toujours un bon aspect pour un club, c'est d'être performant à l'extérieur. Et c'était quand même déjà quelque chose que Franck avait réussi avec Brentford, notamment la saison dernière. Ça, ce sont des aspects positifs dans ce qu'il a mis en place, c'est de prendre beaucoup de points quand ils sont en déplacement. En 4e, comme Thomas le dit, en déplacement, c'est bien en Angleterre. Ah bah oui. Donc il suffit maintenant de trouver la bonne formule pour être efficace à domicile. Et si on se pose la question de savoir si c'est encore un entraîneur qui est fait pour Tottenham, moi je trouve qu'il y a quand même un élément à reprendre dans la rencontre de ce week-end. Donc on a montré les blessés. Il y a 11 blessés. 11 blessés. Faut quand même, et les 11 blessés, les 11 blessés, c'est 11 titulaires potentiels. Vraiment, pas des gars qui sont là pour faire nombre. Donc 1, 2, le match commence, ils sont menés 0-2 et ils perdent un défenseur en plus à la pause qu'ils sont obligés de faire sortir, etc. Romero. Et le groupe derrière ça répond encore positivement. Ça veut dire qu'il y a encore quand même une connexion entre le coach aujourd'hui et le groupe. C'est ce qu'il a dit. Franck. Franck est un bon coach. Ouais. On le sait en Première Ligue, ça fait des années qu'il fait du bon travail avec Brentford. C'est une autre génération de coachs qui est arrivée. Il faut qu'il s'adapte. Je pense que lui, il a un avenir à Tottenham. Ok, on verra par la suite. Van de Ven pourrait faire son retour, pour être plus précis sur les absents. Il pourrait faire son retour ce week-end. Incertitude pour Spence, pour Danso. Et Solanke, un mot rapide sur Solanke, parce qu'il a marqué 2 buts, dont un but extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut dire le coup du scorpion ou une aile de pigeon, c'est entre les deux. C'est entre le pigeon et le scorpion. Et il est sorti avec une petite blessure à la cheville, donc incertain aussi, Solanke. Quand vous avez une dynamique comme ça de blessés, ça c'est rien à faire, c'est incroyable. Je ne sais pas, franchement. Et ça ne date pas de Thomas Frank, c'était déjà le cas les saisons précédentes.
Oui, ils ont toujours eu beaucoup de blessés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que voilà, c'est peut-être Mauvais Après, terme. il y a un mystère à Tottenham, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Kolo Muani. Oui. C'est l'ombre de lui-même. Il a presque perdu sa place en pointe. Où est le champion du monde français? Je me pose la question. On avait même pas parlé de lui sur le départ à Tottenham. Moi, j'avais une petite explication, c'est qu'à un moment, je trouvais qu'il y avait abondance de biens là devant, malgré l'absence de Solanke qui a été blessé très longtemps. Il y avait Richarlison, même Odobert qui peut jouer là. Enfin bref, je trouve que parfois on a tendance à surremplir des positions et que ça n'aide personne. Maintenant, vous me direz, avec les blessés, quelque part, heureusement qu'ils ont cette abondance de biens pour d'autres secteurs en tout cas. On a parlé souvent, comme tu dis, Thomas, de cette abondance de biens au niveau offensif. Bon, il y a des blessés, mais c'est vrai que c'est toi le premier, je pense, au début de la saison, qui a dit. Ils ont quatre numéros de 9 en gros dans le noyau, enfin 4 gars. Comme il le dit, plus Odobert, plus Kudus, plus machin, etc. Donc vraiment beaucoup de qualité. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je trouvais que c'était un des noyaux les plus complets de Première Ligue. Effectivement. Autre affiche en Angleterre ce week-end, Liverpool qui accueille Manchester City. Gros match évidemment, dimanche à 17h30. City qui reste donc sur un partage à Tottenham. Liverpool sur une victoire 4-1 contre Newcastle. Je me retourne à nouveau vers toi, Thomas. Question, Florian Wirtz est-il la clé du renouveau de Liverpool pour cette saison et pour l'avenir? Il a quand même, là, il est en progression et puis il a fait quand même un gros match contre Newcastle avec un but et un assist. Ta réponse, Thomas? En tout cas, il est une des clés, ça c'est clair, et pas une petite clé. Au-delà de sa qualité individuelle, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il commence à avoir des réelles connexions, et notamment celle avec Ekitike. Et en fait, ce qui se passe dans une équipe qui fonctionne ou qui commence à fonctionner, ce sont tout simplement des individualités qui se connectent entre eux. Et là, entre Wirtz et pas mal d'autres joueurs, on commence à trouver des super complémentarités. Je disais la première avec Ekitike, où on a finalement Wirtz qui est un joueur qui adore slalomer dans les petits espaces et Ekitike qui adore lui plonger dans des grands espaces. Et donc je pense qu'on trouve là un duo qui pourrait devenir peut-être le duo le plus intéressant de la Première Ligue. On va y revenir. On va juste rappeler, on a vu l'infographie avec les stats de Wirtz. C'est vrai que son adaptation a pris un peu de temps, mais dans un contexte quand même d'une équipe qui était en difficulté depuis le début de la saison. Donc je pense que c'est peut-être assez logique finalement qu'il y ait eu ce temps d'adaptation. Mais 6 buts et 3 assists depuis fin novembre. Oui. Moi, je voudrais juste rajouter, il y a la connexion, tout à fait d'accord avec Ekitike, une connexion, mais je pense que c'est peut-être aussi celui qui, quelque part, va sauver la fin, je dis la fin parce qu'à mon avis, il partira après, mais de Salah à Liverpool. Vous savez pourquoi? Parce que je regardais ce week-end le match, et je me disais, c'est quand même à un moment donné Salah qui permet à Wirtz de marquer, et après, dans le match, à plusieurs reprises, on a senti Wirtz qui avait envie aussi de trouver Salah. Il lui donne un ballon de but d'ailleurs, que Salah doit mettre au fond, bon, voilà. Mais je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'il touche énormément de ballons, de plus en plus. Il a cette connexion avec Ekitike qui existe, celle-là, elle fonctionne, mais on sent cette envie aussi d'aller en connexion avec d'autres joueurs. Et donc, c'est, je pense, intéressant. Après, dans le déséquilibre de l'équipe, globalement, il y a quand même encore défensivement parfois des... Ce que j'allais dire, JF, parce que c'est peut-être aussi celui qui va pousser encore un peu plus vite vers la sortie Salah, parce que qu'est-ce que tu fais si tu mets Wirtz, Gakpo, Ekitike et du trio médian McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, tu dois en enlever au moins un, et Salah risque peut-être d'être celui-là. Il faut faire des choix, évidemment. On parlait de l'association Wirtz-Ekitike. On va quand même regarder cette infographie parce que, tout simplement, toute compétition confondue, c'est le meilleur duo. Quand on parle de combinaison entre deux joueurs, je précise parce que c'est important, c'est l'un qui donne l'assist pour un but de l'autre et inversement. Bah oui, sont les premiers. C'est toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Ça tombe à point nommé aussi pour Liverpool parce que maintenant il y a urgence. C'est quand même la première victoire qu'ils ont en 2026 en championnat. Oui. Et leur objectif, c'est quand même d'être qualifiés pour la Ligue des Champions. Alors, vu les résultats des clubs anglais en Ligue des Champions, il y aura peut-être de nouveau aussi qualifiés comme la saison dernière. C'est possible. Mais quand même, ils sont
quand même encore très très loin. Il faudra se battre. Il va falloir retrouver une équipe compétitive, à la fois pour le championnat, mais aussi pour la Ligue des Champions, parce que là, on va rentrer dans le dur. Ouais, et Chelsea est dans une bonne passe aussi. Enfin, il y en a d'autres. Effectivement, ce sera une belle lutte, comme c'est quasiment l'année passée, ça a été une lutte jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute du dernier match, je pense. Hein. Bon, en tout cas, pour en terminer avec Wirtz et Ekitike, ils se sont trouvés, ça c'est une chose, et la preuve notamment... Ils se sont aimés. Ils se sont aimés, oui, sur beaucoup d'enfants, on verra. La preuve, cette déclaration de Florian Wirtz sur sa relation avec Ekitike. Il est tout simplement incroyable, vous avez encore pu le voir aujourd'hui avec ses débuts fantastiques, c'est un pur plaisir de jouer avec lui. Je suis content d'avoir pu lui offrir une passe décisive, car il m'en a lui-même offert beaucoup. Ça, c'est Wirtz sur Ekitike. Et puis la réponse du berger à la bergère, entre guillemets. Donc la réponse d'Ekitike à Wirtz, la voici. C'est une interview après la victoire contre Newcastle, avec notamment à la table, et vous allez évidemment le reconnaître, Steven Gerrard, la légende, l'une des légendes de Liverpool. As I said, he's a great player who smells football, so it's pretty easy for me to play with him. I like to just create space, link up. I can do everything, with that kind of player. I just have to run in the free space, and I know he's gonna find me like tonight. He gave me a great pass, so it's just fun to play with him. I was saying as well that you really remind him when he watches you of Fernando Torres. Is he a player that you watched a lot of? I mean, back in the days, I couldn't watch Premier League, to be honest. My mom didn't pay, I couldn't see. But yeah, obviously I know about him. I watched some clips on YouTube. I would never put myself on the same level as him. But a lot of similarities: pace, power. You can score, you can assist. A lot of similarities. I mean, I love him. It's it was a really good player. I think you enjoy playing with him. A lot. I mean, if I can reach his level and be even better, it would be great. But I have to keep working. Phil, toi qui es un grand amateur de foot espagnol, il te fait penser à Torres, Ekitike? À part la couleur des cheveux, non, pas tellement. Non, je pense qu'il a les 2 buts qu'il met ce week-end. Je suis pas sûr que Torres mettait des buts comme ça. Ouais. Il y a une facilité dans le geste, dans la rapidité de le faire aussi. Ça avait l'air de rien, mais c'est super dur de mettre des buts comme ça. Je pense qu'il a un talent particulier. Il a une rapidité aussi. Il a été critiqué, c'est difficile à dire, ça. Ouais. Philippe, est-ce qu'il en serait là si Isaac ne s'était pas blessé? Bah oui, ça, je pense que ça l'a libéré. On peut se poser quand même, parce que les faits, ça c'était dans les compositions d'équipe et dans les réactions de l'entraîneur, c'est que on avait le sentiment quand même qu'il avait envie de pousser un peu plus Isaac, qu'il ne poussait Ekitike, qu'il avait quand même décalé un petit peu sur le côté gauche aussi. Plus cher. Voilà, mais on peut souligner à son propos d'abord que le Paris Saint-Germain avait vu juste en voyant en lui quand même tout le talent qu'il a, parce qu'il est en train de le confirmer. Donc je trouve que c'est un... Et parce qu'on parlait tout à l'heure de Kolo Muani, il y a une lutte à distance entre les deux pour savoir qui ira à la Coupe du Monde. Il a 2 longueurs d'avance. Facilement, certainement. Qui voudrait Didier Deschamps pour l'instant? De quoi? Qui voudrait être Didier Deschamps pour l'instant? Il a 6 centre-avant à choisir. Moi, je voudrais bien. Ouais. Ça va être compliqué à gérer. Quand même. Mais bon, ici, Ekitike, sur ce qu'il montre pour l'instant, il le prendra. Évidemment. Oui, mais c'est évidemment, duré. Je rejoins. Ce qui est fou, c'est que c'était le plan B à la base. Ouais. C'est vrai. Bon, mais on verra d'ici la Coupe du Monde. Bien. On en est où? On parle de Manchester City aussi, forcément, maintenant. Parce que là, c'est quand même assez particulier aussi. C'est toi qui as fait le match, on le répète encore une fois. Ils étaient confortablement installés dans cette match. Et puis quoi? Ils ont lâché prise en deuxième mi-temps. Ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle parce qu'il y a un tout petit changement finalement, c'est-à-dire petit changement de système en face, Tottenham, un joueur en plus dans l'entrejeu. Et puis tout s'est effiloché. Il y a une constante, je pense, quand on voit ce match-là, c'est que les défenseurs de Manchester City n'aiment quand même pas beaucoup être, sous pression ou être bousculés dans leur relance. Et ça s'est encore vu avec Guéhi. Moi, je trouvais qu'il avait fait première mi-temps formidable en termes de possession de balle. Il avait à peu près rien raté. Et en deuxième mi-temps, il a été quand même nettement plus en difficulté. Voilà, on va quand même revoir
voir aussi avec cette infographie le contraste énorme entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. C'est quand même un énorme coup de mousse. Oui, après, il faut remettre les choses en place. Ce qui s'est passé ce dimanche-ci, enfin, c'est un miracle, hein, parce que le premier but, est-ce qu'il n'y a pas faute? Ouais. Quand même, on pourrait revenir dessus. Et le deuxième, Ouais. ça, il le fera coup une de fois. génie. Il le fera une fois dans Oui. sa vie. Et ils ont eu l'occasion de tuer le match en première mi-temps aussi. Oui, oui. Donc, Mais il faut quand même, 6 matchs, 6 victoires avant la trêve, enfin avant. Non, les chiffres sont là, donc ça, On c'est peut sûr. ajouter aussi la défaite quand même 3-1 à Bodo Glimt. non, il y a le vrai problème défensif. Là aussi, il y a des Oui. blessures. Et Et quand chercher même, des excuses, mais c'est une réalité pour eux. ils sont qualifiés directement pour la Ligue, pour les huitièmes de Ligue des Champions, mais tout juste aussi. Hein. Donc Ouais. voilà. Donc bon. Mais alors, on Et parle ils jouent souvent- ce soir pour une finale en Coupe de la Ligue aussi. Ah oui, ben voilà, c'est vrai aussi, c'est important de le souligner. On a parlé des difficultés défensives, mais offensivement aussi. Alors là, le bilan de Manchester City au niveau offensif, c'est quand même aussi problématique, c'est pauvre, c'est très pauvre. 6 matchs, 6 buts. Et alors regardez la position de Haaland, un petit but en 6 matchs. Mais c'est ça le déséquilibre, en fait. C'est qu'avant, il compensait parce qu'il marquait, il ne compense plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, il se retrouve avec des résultats qui sont Insuffisants. insuffisants. Thomas, ton avis sur cette irrégularité de Manchester City, la faiblesse offensive aussi, c'est... Bon, l'année passée a été très compliquée, cette année-ci, ça va mieux, mais c'est quand même encore un petit peu une équipe en souffrance. Hein. Ouais, je trouve que cette fébrilité, cette instabilité, elle se ressent aussi bien sur le terrain qu'en conférence de presse à chaque fois qu'on entend ou qu'on voit Guardiola qui se montre toujours de plus en plus émotionnel. Et je pense qu'il y a des circonstances qui sont plus ou moins atténuantes, avec notamment Rodri qui n'est pas encore à 100% et qui est quand même le personnage qui a porté cette équipe lors de sa dernière vraiment grosse période, avec Kevin De Bruyne évidemment. Pour moi, tu as une grosse déception pour l'instant. J'attendais beaucoup plus de lui, c'est Reinders, un joueur hyper intelligent, qui sait tout faire, qui pour moi allait apporter énormément dans l'équilibre du milieu de terrain à ce City-là. Et pour l'instant, il ne le fait pas assez. Tu as évidemment la blessure de Doku. N'oublions pas que c'était le meilleur donneur d'assist quand il s'est blessé. Et puis, tu as encore une nouvelle défense, vous en parliez. C'est une énième défense qui se met en place avec cette fois-ci Kouzanov et Guéhi. Et ça prend du temps, il n'y a rien à faire. Thomas, je vais te poser juste une question quand on parle de confiance entre un entraîneur et son groupe. Moi, j'étais un petit peu, ça m'a interpellé ici. Dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien dans le match, très très rapidement, Guardiola sous le côté est très nerveux. Est-ce que ça ne se communique pas vite à des joueurs? Oui, clairement. Et d'ailleurs, c'était une des craintes que j'avais du côté d'Arsenal avec Arteta, que je ressentais assez nerveux ces derniers temps, mais ça s'est calmé. Mais je te rejoins complètement et je trouve que ces derniers mois, voire saisons, ça ne s'arrange pas du côté de Guardiola et qu'on sent une certaine usure mentale, émotionnelle, mais qui ne se traduit pas par un espèce de découragement, mais parfois par une gesticulation qui finalement brouille le message, j'ai parfois l'impression. Ouais. Et en conférence de presse, comme tu le dis aussi, hein, il se plaint des arbitres ces dernières semaines, il se plaint des arbitres, il se plaint des blessés, etc. Donc, oui, je pense qu'effectivement... Je l'ai même entendu dire à un moment donné si le club dépensait plus d'argent. Ah bon? Oui, donc dans une interview, alors là je suis failli tomber de ma chaise, j'étais bien à cette... Mais bon. Je pense qu'il commence à être en fin de parcours. Oui, mais là, ça, il l'a reconnu aussi la saison dernière qu'il était un peu épuisé. Là, Donc, cette il saison, n'aura- voilà. je l'ai encore lu cette semaine, il a fait plusieurs déclarations. Il est retourné à Barcelone pour faire toute une conférence sur les enfants, les victimes de guerre dans le monde. Il s'intéresse à d'autres choses. C'est sa personnalité aussi. Et je pense que petit à petit... Il a fait de la politique? Il C'est devra, pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. il devra arrêter alors de jouer avec sa pense que salive dans c'est- sa bouche tout le temps aussi. Je pense parce qu'à un moment donné, Je ça, crois qu'il en c'est a pas un peu- bon en politique, il en a c'est pas un peu bon pour marre- l'image. Il en a un peu marre du football, j'ai l'impression. Soit. Bon, Thomas, on va te laisser parce que je sais que tu as d'autres rendez-vous. C'est aujourd'hui un tout grand merci. On te retrouve bien sûr sur le plateau de Play Sport ce week-end et quasiment toutes les semaines. Une petite question, tu joues encore au foot ou plus du tout? Je joue plus du tout au foot. J'ai arrêté pour 2 raisons. J'avais trop mal partout Ah. quand je jouais et mon épouse m'a encouragé à arrêter.
Ah bah alors. De très bonnes raisons. Souvent, on ne discute pas beaucoup dans ces cas-là. Hein. Je ne sais pas pour laquelle des deux raisons j'ai vraiment arrêté en fait. C'est ça. Allez, salut Thomas. À bientôt. Au revoir. Salut Merci Thomas, beaucoup. ciao, Hein. merci. C'était cool. Et nous, on enchaîne avec le programme de Play Sport en Première Ligue. En Première Ligue, oui, en Première Ligue, tout à fait. Absolument. Alors, Leeds Nottingham, on n'en a pas encore parlé, on verra. Blessé, pas blessé, on verra. Finalement, on ne sait pas encore. Manchester United, Tottenham, on en a parlé. Arsenal, Sunderland, c'est une belle affiche aussi. Chelsea qui se déplace à Wolverhampton, ça ne devra pas poser problème, oui. Je ferai le match de Chelsea qui, entre parenthèses, vient de perdre la demi-finale contre Arsenal de la Coupe de la Ligue. Oui. Ils ont à nouveau perdu 1-0 dans un match qui Le n'était but pas est tombé extraordinaire. à la 97e. Exact. Mais bon, Il y a tellement de matchs en Angleterre que finalement, c'était très fermé. on a du mal Ouais, très à s'y fermé. retrouver. Ok. Newcastle Brentford aussi, ça c'est toujours samedi, deux équipes qui ont été battues le week-end. Newcastle, oui, qui a été battu aussi, deux équipes battues. Brighton Palace et Liverpool Man City, dont on a parlé en long et en large. Brighton Palace, c'est pas un match comme les autres. Hein. C'est le gros défi. Ah oui, c'est entre les juste, deux. c'est juste. Et Crystal Palace qui a gardé finalement Philippe Mateta comme. Parce qu'il n'est pas allé à Milan. Hein. Non, Il a raté l'examen médical. Voilà. c'est ça, c'est pour des raisons médicales qu'il n'est pas parti. Bon, au moins, il garde Mateta, parce qu'ils en ont perdu quelques-uns, hein, Crystal Palace. Du coup, ils ont recruté. Aussi. Comment il s'appelle, Larsen C'est ça, de Wolverhampton. Ouais. Ok, alors l'affiche en Allemagne ce week-end, c'est une très très belle affiche. Le Bayern Munich qui rencontre Hoffenheim. Alors, c'est le premier face au troisième. Est-ce que le Bayern Munich est en danger? Parce que le Bayern a partagé contre Hambourg 2-2. C'était le retour de compagnie à Hambourg puisqu'il a joué là-bas, même si c'était il y a 18 ans. Et Hoffenheim est dans une forme absolument époustouflante. En danger le Bayern? Phil? Oui, parce qu'ils restent sur deux résultats plus que moyens par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Et qu'Offenheim, effectivement, est sur un petit nuage. Donc, quand on a des ambitions en Bundesliga, à un moment ou à un autre, il faut battre le Bayern. C'est la bonne occasion, non? Ça va un peu moins bien au Bayern de Munich, pour preuve. D'abord, ils font 2-2 à Hambourg, mais au-delà de ça, et vous savez que je n'aime pas les certaines statistiques, comme par exemple les expected goals, c'est pas mon truc. Il n'empêche quand même qu'en regardant ce week-end, ils ont quand même, Hambourg avait quand même 2,25 en expected goals. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, le Bayern a concédé pas mal d'occasions. Au-delà du fait de concéder le partage, ils ont quand même, à une équipe qui, pour le coup, n'est pas une des meilleures de Bundesliga. Hambourg avait plus de tentatives au but que le Bayern aussi. Enfin, pas au niveau des tirs. Il y avait 4 tirs cadrés pour Hambourg et 7 pour le Bayern. Mais ça montre quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a une petite fatigue, on va dire. Un moment de fléchissement. Exactement. Parce que, oui, c'est vrai que ces dernières semaines, le Bayern nous laisse quand même un petit peu perplexe. Ok, il y a quand même encore de temps en temps des victoires fleuves, mais contre les 100 grades. Et je reviens avec cette infographie qu'on a montrée déjà la semaine dernière, parce que ça se confirme. C'est contre, entre guillemets, les petites équipes que cette équipe du Bayern a des difficultés. Tous les points perdus par le Bayern, ce sont quand même des équipes de la colonne de droite. Hein. Ça confirme sans doute que c'est un petit peu le mental. Voilà, un petit peu ça qui fait que peut-être qu'on est un petit peu moins... je dirais concentré, c'est pas le bon mot, parce que je pense qu'un joueur est concentré, ou en tout cas il veut bien faire. Psychologiquement alerte, non? Sur des matchs qui peuvent parfois paraître plus simples. C'est peut-être ça. Mais on sait que la caractéristique en Bundesliga de n'importe quelle équipe, qu'elle soit première ou dernière, c'est de monter sur le terrain en disant on va gagner le match. Exact. Et donc, si vous êtes un peu moins bien, même si vous êtes le Bayern, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, qu'on a joué 2 semaines de suite en Ligue des Champions, etc., c'est possible qu'il tombe le mauvais jour contre la mauvaise équipe, et ça peut encore se passer face à Hoffenheim. Après la rencontre, Vincent Kompany était un peu remonté, pas contre ses joueurs, mais contre l'arbitrage. On l'écoute, Vincent Kompany, qui faisait donc son retour à Hambourg, club où il a joué précédemment. Today was an intense game. I think there was 16 minutes of additional time in total. So obviously, I have a feeling about how those 16 minutes happened, and how the game was interrupted by a lot of trickery and a lot of things that happen in this game. It's not the opponent, obviously, that it's not the opponent's role to make it easy, absolutely not. But in a situation like this one, you need a little bit of
you need a little bit of game management as well. You need a little bit to understand the game management that's happening in the game, so that the game can flow and that the game doesn't become just a game of interruption. And I felt it was a little bit too easy for the game to slow down when what we wanted was to obviously have a game that continued to be intense and yeah. Il y a eu des images pendant le match où on le voyait quand même assez énervé. Cela dit, quand il est énervé et quand il est à l'interview, il est quand même calme, posé. Hein. Oui, c'est lucide ce qu'il dit. Mais en même temps, il cherche une excuse en dehors de son équipe. Hein. Ouais, j'allais dire, c'est jamais très bon signe quand un coach commence à parler de l'arbitrage ou des faits de jeu. On le disait pour Guardiola, c'est vrai pour Kompany aussi. Il est sur un petit nuage depuis le début de la saison. Puis maintenant, 2 matchs où ça va un peu moins bien. Ça l'énerve. Ouais, ce sera un match intéressant, ouais. Bayern-Hoffenheim, parce que le parcours d'Hoffenheim, s'il vous plaît, 3e du classement, à 3 points de Dortmund, équipe qui a perdu pas mal de points, on le constate, en début de saison, mais depuis la 7e journée, parcours exceptionnel. 35 points sur 42, c'est mieux que le Bayern. C'est fou ça quand même. C'est clair que quand tu m'as donné l'information, j'étais très étonné. Tu ne me croyais pas. Non, personne ne l'a vu venir. Personne ne sait qu'Hoffenheim est 3e au classement. Non, et je trouve ça absolument incroyable parce que c'est un entraîneur qui vient d'arriver, c'est un Autrichien. Il est arrivé il est au Sturm Graz, non ? L'année dernière ? Oui, mais je pense qu'il est arrivé. Je vérifierai, mais d'accord. Qu'importe. Enfin, il a une carrière footballeur zéro, hein, donc totalement. Alors, il a peut-être joué au football, ça c'est sûr, chez les jeunes, etc. Mais je veux dire, voilà, il y a toujours une connexion avec le foot, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas de carrière de joueur. Il est à l'Austria de Vienne, le premier club un peu sérieux, et puis il va au Sturm Graz. Il remporte le titre et 2 coupes avec le Sturm Graz. Il est à Hoffenheim, qui sait quand même toujours aller chercher aussi des bonnes pioches, hein, parce qu'il faut reconnaître que ce club... Vous vous souvenez, quand Castells y est passé, on n'y croyait pas sur la longueur à cette équipe d'Hoffenheim. Eh bien, ils sont toujours là aujourd'hui. Donc moi, je suis assez impressionné par Christian Ilzer, l'entraîneur d'Hoffenheim. Il est arrivé en fait en novembre 2024, effectivement, de Sturm Graz. Et le meilleur buteur, c'est toujours c'est le vieux Kramaric, hein, enfin vieux... C'est quand même toujours lui encore aussi qui est là. Franchement, c'est une bonne surprise, très très bonne. Et surprise. Ils ont encore été gagnés, ou ils ont gagné 3-1 contre l'Union Berlin ce week-end avec 2 buts de Kramaric, donc ils vont aller quand même au Bayern Munich gonflé à bloc. Cela dit, il marque très facilement. Il marque facilement, mais si le Bayern à un moment donné est, comme on dit toujours, un peu piqué dans son orgueil, il risque aussi d'en prendre 5-1. Ça sera à suivre en tout cas. Ce week-end, oui. Que le Bayern en marque 5. Oui. Voilà, c'est parce que voilà. Oui, après ils ont un football que le Bayern va pas aimer. Hein. Ça va très vite aussi dans les transitions. C'est un football, c'est pas posé. Hein. C'est un football efficace. Hein. Donc, mais ça fonctionne très très bien. Donc moi je ne sais pas. Oui, peut-être que le Bayern évidemment. Sur papier, et en plus il joue à domicile. Donc, vous imaginez le Bayern ne pas être champion ? Non. Aujourd'hui ? Non. 6 points. 6 points avec Dortmund. De toute façon, c'est carnaval. Et attends, c'est carnaval, donc on n'a qu'à voir des bonnes surprises. Hein, parce qu'attention, le Bayern doit encore aller à Dortmund. Je dis ça comme ça, moi. D'ailleurs, Dortmund, c'est la dernière équipe à avoir battu Hoffenheim. Oui. Donc il faut voir comment Hoffenheim, parce qu'évidemment en Allemagne on sait à peu près tous qu'il y a le Bayern, il y a Dortmund et puis il y a les autres. Et donc du coup peut-être que Hoffenheim, dans ses capacités aujourd'hui c'est d'aligner les matchs contre tout le monde, ça se passe bien. Puis dès qu'il joue contre ce cran au-dessus, c'est-à-dire ces fameuses équipes Ligue des Champions, on va les appeler comme ça, là c'est peut-être plus compliqué. Donc on verra ce week-end s'ils sont candidats sérieux à une place pour la Ligue des Champions. Je ne peux que vous conseiller de regarder ce match, et surtout pourquoi ? Parce que c'est moi qui le commente. C'est toi qui le commente. En fait, c'est la meilleure raison. Voilà. On parle et finalement l'essentiel vient à la fin. Exactement. Bref, allez, le programme de Play Sport en Bundesliga pour terminer cette émission, parce qu'on y arrive tout doucement. Union Berlin-Francfort. Avec Francfort, on en a parlé, qui ne va pas bien du tout et qui continue sa dégringolade. Gladbach-Leverkusen. Intéressant, ce sont 2 clubs qui sont quand même fort proches géographiquement l'un de l'autre. Cologne-Leipzig, faut toujours faire attention
à Leipzig et puis le Bayern qui accueille Hoffenheim. Est-ce que c'est pas toi qui commente le match du Bayern, c'est ça hein? Tu l'as noté dans ton... J'ai noté. Tu l'as noté? Oui, j'ai noté. Je sais que tout le monde l'a noté déjà, donc j'espère. Bon, rendez-vous dimanche alors. Rendez-vous dimanche. Okay. Merci en tout cas à toutes et tous. Je dois rappeler quand même aussi, parce que c'est important que cette émission est relayée tous les jeudis matin sur le site de Sudinfo. Et puis un petit peu plus tard, vous pouvez la retrouver sur notre page YouTube. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre comme d'habitude. On le rappelle de manière hebdomadaire, Facebook, X, Instagram, vous êtes les bienvenus. Merci Phil. Avec plaisir. Merci Jean-François. Merci Philippe. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous évidemment de votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de PLB Club. Bye bye.